Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Merci Séverine d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Contact avec Séverine. Rencontré Séverine il y a quelques mois de cela au Luxembourg, dans le cadre d'une session de méditation de pleine conscience qui a été mise en place par le groupe Crédit Agricole pour ses collaborateurs. Séverine, elle a plusieurs années d'expérience dans le domaine des ressources humaines, et notamment en tant que consultante en ressources humaines, et plus particulièrement encore dans le domaine de la gestion des compétences et gestion des talents. Et Séverine est entrepreneur depuis 5 ans puisqu'elle a monté sa société de conseil en ressources humaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a ajouté à son offre de service une brique innovante qui est l'accompagnement de des collaborateurs des entreprises qu'elle accompagne au Luxembourg, en Belgique et ailleurs, à travers la méditation en pleine conscience. Donc, elle va nous expliquer en quoi la méditation en pleine conscience est un outil qui permet de faciliter la prise de décision, notamment, et d'améliorer l'efficacité managériale. Voilà, donc Séverine, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'accepter d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, merci à tous de participer à ce webinaire. Important avec la pleine conscience, c'est déjà de prendre le temps de bien s'installer, de prendre le temps d'arriver. La plupart d'entre vous a dû s'organiser, planifier un tas de choses pour pouvoir être là, ici, maintenant. Et c'est juste une invitation à ressentir comment ça se passe pour vous, ici, maintenant. S'il y a une attention particulière, une tension particulière peut-être dans le corps, s'il y a des émotions, des pensées particulières qui sont là. Et comme on est en train d'évoquer aujourd'hui surtout la pleine conscience par rapport à la crise et par rapport à la reprise au sein de ce contexte de crise, je voulais vous demander de regarder, de me nommer sur l'onglet Converser ce qui est le défi principal pour vous par rapport à cette reprise. Qu'est-ce qui constitue un défi pour vous dans cette reprise? Donc, je vous invite à mettre un mot, 2 mots, et comme ça, on va pouvoir regarder ce qui arrive dans le bouton Converser. Trouver des clients, sécurité. Organiser dans le piège, travail, vie privée, sécurité. Voilà. Ok, lever des fonds. Voilà, parfait, ok. Donc là, vous voyez, on voit vraiment quel est le défi aujourd'hui de chacun d'entre vous. Et merci de partager ces éléments-là. Et en fait, en quoi la méditation ou la pleine conscience peut-elle amener un peu de confort ou quelques réponses par rapport à tous ces enjeux qui sont vraiment présents suite à cette reprise dans un contexte de crise? Alors, qu'est-ce que le mental aime en général? Qu'est-ce que nous aimons? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien? Et en fait, je n'arrive pas à partager, mais ce qui fait qu'on se sent bien et confortable, c'est quand on est dans un minimum de routine, qu'on est dans un confort, que les choses vont se dérouler comme on anticipe qu'elles vont se dérouler. C'est quand on sait que si on fait des efforts, on va avoir du résultat. C'est quand on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, on a une solution et on sait quel est le résultat qu'on va avoir. C'est quand on peut avoir des garanties sur « ok, c'est noir, c'est blanc, c'est vrai, c'est faux ». Tout ça, ça nous donne du confort dans la façon de prendre des décisions, de penser, de réagir. Et dans une situation, on est complètement perturbé au niveau du mental parce que justement, il n'y a plus de routine, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de sécurité particulière, on ne sait plus, les paradigmes ont complètement changé, on perd les repères, et du coup, ça crée beaucoup de tensions et du stress. Et donc, ce stress qui est créé par le fait qu'on ne puisse plus s'appuyer sur les modes mentaux automatiques, donc les réflexes qu'on a dans notre vie de tous les jours pour pouvoir prendre des décisions presque inconscientes, parce que tout se déroule selon ce qui est attendu, eh ben, on ne peut plus s'appuyer là-dessus. Et du coup, ce stress nous dit, mais tiens, il y a quelque chose tu dois réagir autrement, là, il y a quelque chose que tu peux pas continuer à fonctionner de la même façon parce que tout a changé autour de toi. Tous les paradigmes ont changé. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on ressent du stress? Tous ces éléments, tous ces changements de paradigme autour de cette crise créent un stress, et quand il y en a un stress, c'est un peu comme, on montre au niveau du cerveau, c'est comme le doigt de la main ici. Vous avez le cerveau reptilien qui kidnappe tout le reste du cerveau. Hein. Vous imaginez que le cerveau fait ça, et le cerveau reptilien, il nous fait réagir en mode survie. Donc, quand il y a un danger qui arrive, la première chose que je fais, soit je fuis, je m'en vais, soit je lutte contre ce danger qui arrive,
soit je fais le lien, besoin de me battre, de lever des fonds, j'ai besoin que des choses arrivent, de pouvoir avancer dans ce contexte-là. Et pourtant, voilà, le stress me fait réagir de façon très instinctive. Et donc, c'est pas forcément la réaction instinctive de fuite, de lutte ou de se cacher qui va me permettre d'avoir les meilleurs réflexes. Alors, j'essaye d'être un peu concrète pour pouvoir vous aider à représenter ça. Aujourd'hui, dans ce contexte de crise, dans ma société, par exemple, le premier réflexe va être de dire, OK, il faut absolument être en contact avec les clients, il faut absolument essayer de trouver des nouveaux deals, il faut essayer de continuer avec l'existant. Et pourtant, on se rend compte qu'en face, il n'y a pas la réponse des clients, ils ne sont pas accessibles, comme certains d'entre vous ont noté. Ils disent, non, on ne peut plus rien décider aujourd'hui, ou on n'a pas de fonds. C'est de pouvoir s'arrêter et de remettre en question presque même éventuellement son business, son approche, réfléchir à d'autres façons de fonctionner avec les clients, d'autres façons d'être en relation avec eux. Et donc là, on a besoin de créativité. Seul problème, c'est comme je disais ici, le reptilien, il nous fait réagir et il nous fait perdre tous les contacts cognitifs qu'on a avec les autres parties du cerveau, aussi au niveau préfrontal, qui sont toutes ces parties du cerveau qui nous aident à davantage être dans la réflexion, dans la créativité, dans la nuance, dans le recul, dans la capacité à imaginer les choses différemment. Et donc, prendre le temps, avec la pleine conscience, de s'arrêter, de faire une pause pour se dire « mais j'ai un stress là, qu'est-ce qui se passe ?» Ça permet vraiment au cerveau de reconnecter toutes ces connexions neuronales et de vraiment pouvoir imaginer les choses avec beaucoup plus de recul. Donc ça, c'est un des éléments clés de ce qu'apporte la pleine conscience. C'est vraiment dans ces situations de stress, pouvoir se dire « qu'est-ce qui me stresse ? Est-ce que je peux prendre un peu le temps pour me poser, m'installer, respirer, savoir ce que le stress est en train de m'apprendre, qu'est-ce que le stress est en train de me... où je m'apaise, où je me calme. Sinon, si je reste en mode réactif, de fuite, de lutte, d'hyperactivité pour essayer de relancer le business dans tous les sens, si je m'éparpille, je vais perdre ma concentration, je vais perdre mon efficacité et je vais peut-être passer beaucoup d'énergie sur des éléments qui ne sont pas... Fradin explique dans l'approche neurocognitive et comportementale, c'est que l'intelligence, le stress est intelligent. Donc le stress nous apprend que ce que nous sommes, si nous sommes stressés, c'est qu'il nous dit la façon dont tu analyses la situation, la façon dont tu vois la situation aujourd'hui, elle n'est pas adaptée au contexte. Donc pose-toi, prends le temps, des choses vont pouvoir, des nouvelles possibilités, des nouvelles choses vont pouvoir émerger, des nouvelles possibilités vont pouvoir émerger. Et c'est ce qu'on appelle alors le mode mental adaptatif. Voilà. Donc ça, c'était un contexte un peu global que je vous donnais pour vous parler de la pleine conscience et pour venir maintenant au contenu même de ce qu'est la pleine conscience. Alors, je vous propose pour ça de faire le deuxième sondage pour voir qui connaît déjà, enfin qui a déjà pratiqué. Je ne sais pas, Amélie, si tu peux lancer le sondage sur... comme je ne t'entends pas, est-ce que tu peux lancer le sondage ? Oui, c'est moi qui te le lance. Attends, parce que du coup, moi, je suis encore sur le premier sondage qui n'a pas été lancé. Oui, tu peux le lancer aussi. Comme ça me permettra de voir. Comme je n'ai pas les slides, je suis un peu dans l'adaptation aussi, parce que je voulais vous montrer pas mal de choses au niveau visuel, et du coup, je fais les choses de façon plus construite. Voilà. Tu souhaites m'envoyer le PowerPoint, je peux ensuite faire un partage d'écran, moi, si ça t'arrange. Ah oui, ce serait bien. Je ne sais pas comment ça se fait que les retours sont là pour le sondage. Je mets fin au vote, Séverine. Non, je ne les vois pas. Alors, 77% des personnes ont confirmé qu'ils se sentaient contrariés par les impacts de la crise sur leur activité et sur leur vie. 59% des personnes ont répondu oui à la question « Avez-vous le sentiment de contrôler votre vie / activité depuis la reprise ?» Et pour la troisième question, aujourd'hui, évaluez-vous votre environnement comme complexe et imprévisible ? 79% ont répondu oui à cette question. Voilà, et donc là, c'est vraiment la confirmation que si on fonctionne en mode automatique, ah voilà, je vois les résultats. Et on voit que pour le contrôle sur sa vie, c'est
plus ou moins moitié-moitié. On a 60% contre 40% qui ont le sentiment d'avoir moins le contrôle qu'auparavant. Voilà. Et ça, c'est un des éléments facteurs principaux de stress, hein, c'est la perte de contrôle. Le mental aime bien le contrôle, on aime bien avoir le contrôle de notre vie. Et si l'environnement est très complexe, le mode adaptatif est vraiment important. Alors, ce mode adaptatif, c'est juste que si je fonctionne en mode automatique, si je fonctionne comme je fonctionne toujours habituellement, sans connaître mes réactions habituelles, sans connaître mes peurs habituelles, eh bien, je ne vais pas pouvoir fonctionner de façon optimale dans un monde complexe. Donc, le monde complexe, il requiert vraiment de la nuance, de ne plus pas chercher des solutions toutes faites, de réfléchir avec recul, d'aller creuser dans la créativité, d'être beaucoup moins soucieux aussi de son statut social, de son image sociale et d'être plus présent auprès de son propre avis, de ce qui est important pour soi. Et donc, tous ces éléments-là peuvent vraiment être cultivés avec la pleine conscience. Alors, du coup, on peut lancer le deuxième sondage, qui est celui autour de la pleine conscience. Comme ça, je peux vraiment rentrer dans le sujet avec vous. Ça va, Amélie? Tu peux lancer le deuxième sondage? Oui, je suis en train de m'en occuper. C'est Audrey. Merci, Audrey. Oui, du coup, c'est... D'accord. Pour moi, et vous l'avez mis en avant, hein, la contrariété est là avec cette crise, surtout par rapport à un entrepreneur, à son activité qui ne va pas comme elle veut, des investissements qui avaient été prévus, puis tout qui s'arrête, ou au contraire, une suractivité d'un coup qui arrive, comment la gérer. Donc, tous ces éléments-là, ça amène de la contrariété, et la contrariété, l'absence de contrôle, ça crée automatiquement du stress. Et le stress va automatiquement faire ceci. Donc, vraiment, nous mettre dans nos schémas de lutte réactifs et nous faire perdre une grande partie de nos capacités créatives. Donc, voilà, dans la pleine conscience, l'idée, c'est vraiment de faire ceci, ce mouvement-ci, et de revenir, de reconnecter toutes nos possibilités et de revenir aussi avec tout ce qui se passe au niveau de nos sensations dans le corps. Voilà. Et du coup, le deuxième sondage arrive. Curieuse de voir ce qui va... Je mets fin au vote dans 5 secondes. On a presque tout le monde qui a répondu. Si. Je mets fin au vote et je partage les résultats à Séverine. Très bien. Partager les résultats. Merci beaucoup. Voilà, donc beaucoup d'entre vous ont déjà pratiqué, plus de la moitié. L'aide à être plus concentré au travail, vous voyez, là, elle est évidente, hein, vous en êtes tous témoins. Et on va voir pourquoi, parce qu'on travaille vraiment l'attention et la capacité à repose. Je prends du recul, je sors de mes modes réactifs. Et dans le jargon de la pleine conscience, on appelle souvent ça réagir. Hein. Donc, je réagis au stress et avec la pratique, c'est cette capacité à répondre, c'est-à-dire à faire un choix conscient, réfléchi par rapport à ce qui arrive et porter une réponse beaucoup plus consciente simplement et beaucoup plus riche également. Voilà. Okay, merci pour ces partages. John Kabat-Zinn, mais aussi Christophe André en France, de façon laïque. Donc, si on pense à John Kabat-Zinn, c'est quelqu'un qui a pris la pleine conscience pour soutenir les personnes à mieux gérer justement le stress, les maladies chroniques. Et puis, ils se sont rendus compte, en développant un protocole de 8 semaines pour apprendre à méditer sur 8 semaines, que ça avait des effets bénéfiques énormes sur le bien-être, sur les capacités de concentration, mais aussi sur la santé et sur le leadership. Voilà. Et donc, ce fondement du bouddhisme, en quoi consiste-t-il? Il consiste simplement à dire que je pose mon attention, je reste présent à ce qui se passe, et un des points les plus importants, c'est le sans jugement. Et donc ici, on est sur une pratique qui ne cherche pas à changer l'instant présent, qui ne cherche pas à détendre, qui ne cherche pas à atteindre un état particulier, mais vraiment une pratique qui cherche à dire je reste en lien avec ma vie de nouveau client sur une durée, et ça va peut-être encore durer puisque cette crise s'annonce pour être assez longue. Comment je peux rester en lien avec certaines peurs que j'ai? Comment je peux rester en lien avec cette incertitude sur le futur?
Et la pleine conscience nous aide en étant concentré sur sa respiration et en étant concentré sur la situation comme elle est maintenant sans la juger, en apprenant à ne pas la juger, nous aide à traverser ces situations difficiles de façon beaucoup plus sereine. Voilà. Donc c'est poser l'attention sur l'instant présent tel qu'il se déploie, le faire de façon intentionnelle et sans jugement. Ce qui veut dire qu'on peut faire de la pleine conscience en marchant, on peut faire de la pleine conscience en pratiquant un sport, on peut faire de la pleine conscience assis, ici et maintenant et sans jugement. Ok, donc c'est un sacré défi. Donc ce que je propose, on a encore là 15-20 minutes, c'est qu'on fasse peut-être juste un exercice pour que vous puissiez imaginer, enfin déjà faire un peu l'expérience de ce que c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et puis ceux qui ont déjà pratiqué, comme ça vous donne l'occasion de prendre un petit exercice, une petite pause pendant quelques instants. Donc je vous invite à bien vous installer sur votre chaise, à rester, à bien sentir les sensations du siège, des pieds au sol, du bassin sur la chaise. Peut-être avez-vous un contact du dos sur le dossier du dos. Relâchez les épaules. Et puis si c'est OK pour vous, de fermer les yeux ou de fixer un point devant. Et puis d'essayer de, autant que possible, poser votre attention sur la respiration. Sans chercher forcément à penser à votre respiration, mais vraiment en essayant de ressentir toutes les sensations, tout ce qui se passe dans le corps lorsque vous respirez. Si vous sentez peut-être l'air chaud qui rentre et qui sort du corps, si vous sentez le ventre qui se gonfle ou se dégonfle, peut-être percevoir les battements du cœur. Bien entendu, à chaque instant, vous allez observer qu'il y a des pensées qui arrivent, des jugements, des commentaires. Et si c'est le cas, juste les laisser passer et chaque fois revenir aux sensations de la... Et alors que vous sentez cette sensation, peut-être les vêtements le contact avec les vêtements qui changent alors que le ventre se gonfle et se dégonfle. Les jugements. Et puis je vais évoquer là pour vous maintenant un citron vert. Visualisez un citron vert, le couper en deux. Voir le jus qui sort du citron vert. Et puis imaginez que vous êtes en train d'approcher ce citron de votre bouche et que vous allez le manger. Qu'est-ce que quand vous vous imaginez en train de mettre ce citron dans la bouche, de goûter ce citron? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent au niveau des sensations dans la bouche? Si vous pouvez noter s'il y a des élévations, voilà. D'autres peuvent noter encore si vous sentez un effet sur le corps. Acidité, voilà. Fraîcheur, salive, picotement, agitation, acidulé, voilà. Vous voyez. Alors, frisson dans tout le corps. Donc, vous voyez, merci beaucoup pour ces partages. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est que les pensées ont un effet direct sur les sensations dans le corps. Donc, de penser à un citron vert, je salive. Pourtant, le citron n'est pas là. Donc, la pensée même, elle devient tellement forte qu'on la prend pour la réalité, puisque le corps, lui, dans le réel, réagit vraiment. On a de la salive qui arrive. Donc, ce qu'on apprend de ça, c'est que les pensées ont une puissance énorme sur notre état physique. Et si on sait en plus que nous avons tous, les humains, un biais cognitif négatif, qu'est-ce que j'entends par là? Quand on dit un biais cognitif négatif, c'est qu'on a tendance à avoir des pensées négatives. La plupart de nos pensées sont des pensées négatives. Alors, c'est pas qu'on est tous
dépressif, c'est pas du tout ça, c'est que ces pensées négatives sont une façon de survivre. Pour ceux qui ont partagé plus haut qu'ils étaient inquiets pour leur sécurité, qu'ils anticipaient, qui ont envie d'avoir confiance dans l'avenir, c'est simplement que ce monde VUCA, hein, volatile, imprévisible, chaotique, ambigu, qui est autour de nous, génère une survie depuis toujours. Il suffit d'un danger pour mourir, alors qu'on peut avoir plein de joie, plein de bonnes pensées, mais ça ne représente aucun danger pour nous. Donc du coup, ces pensées négatives qui sont plutôt présentes dans notre corps, chaque fois qu'on a des pensées négatives, ça crée des tensions, du stress dans le corps. Donc plus avec la pleine conscience, en étant capable comme on l'a fait avec la respiration, vous l'avez peut-être vu, vous avez eu des pensées qui arrivaient, puis vous rameniez chaque fois l'attention sur la respiration. C'est vraiment ça qu'on muscle. Sur le slide, j'avais mis un cerveau en train de se muscler, c'est vraiment ça qu'on muscle. C'est cette capacité du mental à partir dans des pensées négatives et à revenir ici maintenant. Et ce fait de revenir ici maintenant, c'est toujours ok, d'accord, c'est bien, j'ai peur, j'ai une angoisse, j'anticipe des soucis, j'anticipe des difficultés, j'anticipe une vie difficile peut-être pour les prochains mois, mais ici, reviens ici, là maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi et qu'est-ce que tu vas faire ici maintenant dans l'instant? Donc, quelle est la réponse que tu vas apporter? Donc, c'est vraiment ça qui est essentiel de se rendre compte que ces pensées, elles vont avoir un impact très fort sur notre ressenti physique. Pareil, j'aurais pu faire le même exercice, un peu plus long. Vous demandez de revisualiser une scène agréable que vous avez eue la semaine dernière. Vous allez sentir que dans le corps, tout se détend. Et si je vous demande de visualiser un conflit qui s'est passé dernièrement, ben, vous allez sentir tout le corps qui se tend et qui se fige. Alors, l'élément, c'est qu'en fait, si on ne fait pas attention dans un environnement comme celui-ci, de reprise, où tout a changé, il y a énormément de charge mentale. Il y a à la fois cette angoisse un peu sous-jacente de ne pas savoir à propos du futur. Il y a à la fois cette injonction de se tenir au courant de tout ce qui se passe, donc une charge mentale très forte. Il y a à la fois un besoin d'être beaucoup dans l'action avec peut-être les enfants à garder, l'activité à relancer, tout à rénover. Donc, ça demande une grosse charge de travail. Et tous ces éléments-là amènent du stress, de la pression et beaucoup de charge. Et donc, si de temps en temps, je n'arrête pas pour pouvoir apaiser le corps et rééquilibrer le système parasympathique et sympathique et ramener un peu d'hormones de détente, un peu de calme dans le corps, au bout d'un moment, moi, le corps commence à sentir vraiment, c'est le stress chronique et donc c'est le danger au niveau de l'équilibre vie privée, dont certains ont marqué le danger aussi au niveau de la santé. Donc vraiment, ces moments où on se pose pour arrêter et prendre le temps de respirer, prendre le temps d'apaiser le corps, pour recentrer, revenir ici maintenant, sont vraiment essentiels pour ça. Et puis pour l'élément dont je parlais, vraiment de pouvoir reconnecter avec toutes ces possibilités. Vous avez certainement tous fait l'expérience d'un problème qui arrive et puis vous partez faire un tour, courir, je sais pas, 5 km, faire une longue balade et lorsque vous êtes en train de vous promener ou après avoir pris du recul ou parfois en pleine nuit, hop, tout d'un coup, la solution arrive. C'est ce processus-là de créatif qui arrive, cette capacité alors qu'a le corps, une fois qu'il s'est un peu relâché, un peu détendu, qui arrive et qu'on arrive à accélérer quelque part et à entraîner, à travailler quand on fait la pleine conscience. Alors pour continuer un peu sur la notion de pleine conscience et de travail, en fait, le point important dans la routine, j'avance, voilà, je travaille comme j'ai l'habitude de travailler. Il y a le mode purement créatif qui est un peu plus celui de quand j'échange avec des collègues, je suis dans la voiture, je réfléchis au travail, j'ai des idées, et puis ça part dans tous les sens, et puis après quand je reviens, j'ai oublié de le noter, et puis l'idée ne me revient pas forcément, donc ça c'est vraiment le travail créatif. Et le travail qu'on va essayer d'entraîner avec la pratique de la pleine conscience, c'est le travail où on est à la fois concentré, soit sur un seul point, et c'est ce qu'on appelle le flow,
c'est ce que les grands sportifs vont essayer de chercher un maximum, ou c'est ce que nous, on cherche aussi quand on est dans des tâches créatives importantes. Il n'y a plus que la tâche qui compte, on est concentré sur sa tâche, on est dans le flow. Et les entrepreneurs qui sont passionnés sont très souvent dans ce type d'énergie, de flow, où ils sont 100% dans leur activité. Et puis, le souci avec le flow, c'est que j'oublie tout le reste. Il n'y a plus que mon travail. Et je peux me retrouver au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, même à me rendre compte que j'ai tout misé sur le travail. Mais conscience, on va aussi essayer de travailler non pas l'attention centrée sur un point, mais on va aussi travailler l'attention un peu plus ouverte. C'est-à-dire que si j'entends un collaborateur je me rends compte qu'un collaborateur est un peu moins en contact, est un peu plus loin, avec de 2 mois pour l'instant, mais tiens, si je suis dans le flow, je ne vais pas forcément le voir, mais là, je vais entendre ça, je vais faire attention à ça, et je vais, tiens, comment j'agis par rapport à ça? Ou la petite remarque que mon conjoint ou mes enfants ont pu faire le matin, le soir, on ne te voit jamais, tiens, est-ce que du coup je réagis en mode, oui, mais bon, j'ai plein de boulot, ou est-ce qu'au contraire, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça m'apprend? Et est-ce que je prends assez compte de l'environnement? Et donc, le travail en conscience, c'est vraiment ce travail qui sait être à la fois centré, concentré, mais qui aussi est capable d'entendre tout ce qui se passe dans l'environnement familial, mais aussi dans l'environnement à l'extérieur, parce qu'en fait, cette conscience, elle est capable de tout inclure, sans avoir besoin que le mental traite tout. Donc, quand je suis assise sur un coussin et que je médite, je vais avoir un tas de pensées qui arrivent. Et la tendance, ça va être de saisir une pensée, de la traiter, une pensée, de la résoudre, une pensée et de gérer ça. Alors qu'on va pratiquer, on va exercer la capacité à dire, il y a toutes ces pensées, je les laisse passer sans chercher à les résoudre, sans chercher à les juger, sans chercher à les commenter, juste être avec ce qui est là maintenant. Voilà, alors c'est un exercice très compliqué en fait de parler de la pleine conscience, parce qu'en fait ce qui compte c'est surtout de la pratiquer et de la vivre. Donc j'ai essayé de vous donner 2-3 axes comme ça, mais le plus riche je pense pour moi ce sera de répondre vraiment à vos questions et de prendre les questions qui peuvent se poser à partir de personnes qui ont déjà pratiqué, de personnes qui n'ont jamais pratiqué, de façon à ce qu'on puisse vraiment partir d'exemples concrets ou de questionnements concrets que vous avez. Je pense que ce sera plus riche à ce stade. Donc, Amélie, si tu as Merci beaucoup, Séverine. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Oui. Ok. Alors, on a 2 questions qui reviennent autour de la même thématique. C'est méditation pleine conscience. Est-ce que c'est la même chose? Il y a également une Véronique qui demande et qui inclut la sophrologie, pardon. Donc, est-ce que sophrologie, méditation et pleine conscience sont la même chose? Oui. Alors, méditation, c'est plus large que pleine conscience. Pleine conscience, c'est une partie de la méditation. Et la spécificité de la pleine conscience, c'est qu'il n'y a pas de mantra, on n'a pas de musique. C'est vraiment, la pleine conscience, c'est vraiment être avec comment tu vas ici, maintenant. Donc, par exemple, si je vais mal, je vais méditer et sentir que je vais mal. Et peut-être qu'avec la méditation, j'irai un petit peu mieux, mais peut-être pas. Je ne cherche pas à changer, je ne cherche pas à ne plus penser, je ne cherche pas à être bien forcément. Je cherche plutôt à être vraiment conscient de ce qui se passe en moi et à être consciente de mes pensées, de mes croyances, de ce qui fait que je stresse, quelle est ma façon d'analyser les choses qui fait que je stresse peut-être. Et donc tout ça, je l'entends et je me ressente vraiment sur mes sensations dans le corps et je permets de retoucher, recontacter avec ma sagesse personnelle et toutes mes possibilités intérieures. Voilà. La méditation, on peut avoir plein de types de méditation avec peut-être des mantras, avec de la musique, avec une volonté d'atteindre, enfin avec des mots qu'on va réciter, des phrases. Il y a plein de types de méditation après qui font partie de différentes pratiques bouddhistes. Mais donc, c'est en ça que la méditation pleine conscience est différente de la méditation en général. Et en ce qui est de soulager la douleur, d'après ce que j'en sais, je ne suis pas une spécialiste de la sophrologie, mais en tout cas, il y a une intention de mieux-être, de soulager la douleur ou d'induire un état de détente particulier. Donc, quand les gens viennent en atelier pleine conscience, chez nous en entreprise, et qu'ils viennent pour passer une bonne heure et être détendus, parfois au début, il y a une frustration. Ils disent « mais moi, je ne suis pas forcément détendue, ça fait 1 heure que je médite, je trouve justement que je suis agitée sur ma chaise, tout le temps basée sur ma respiration, ça me donne envie de bouger, je ne me sens pas bien. » Et en fait, c'est ça qui est intéressant. On va essayer d'explorer les schémas réactifs. Qu'est-ce qui fait que tu es impatiente? Qu'est-ce qui fait que tu aimes mieux quand ça bouge? Et on prend le temps de ressentir les inconforts pour pouvoir
rester avec ces inconforts. Parce que dans la vie, il y a des inconforts qu'on ne peut pas lever. Par exemple, cet inconfort et l'apprivoiser. En sophrologie, il y a des moyens de travailler sur ces inconforts de façon un peu un peu plus ciblée, en travaillant sur la visualisation. On va induire des sensations dans le corps, on va contracter tout le corps et puis on va le relâcher. On va consciemment essayer de relâcher chaque partie du corps, etc. Donc c'est vraiment la différence entre la sophrologie et la pleine conscience. Et ce sont deux pratiques extrêmement complémentaires. Parce qu'en général, pour pouvoir commencer à travailler en sophrologie, on va déjà aussi se centrer sur la respiration, on va repartir sur les mêmes bases. Et la pleine conscience, c'est une base très intéressante aussi, par exemple, pour le yoga. Une fois qu'on a appris les bases de la pleine conscience, souvent c'est des programmes de 8 semaines. Après, quand on pratique le yoga, quand on pratique le reiki, quand on pratique la marche, quand on court, on ne le pratique plus de la même façon parce qu'il y a cet entraînement de l'attention qui est là et qui est... Ce que tu évoquais tout à l'heure, et notamment cette frustration qu'on peut ressentir au cours, ou à la fin d'une session de méditation quand ça n'a pas eu les bienfaits immédiats ou bénéfiques auxquels on aurait pu s'attendre. Et c'est Sophie qui nous demande comment garder le bienfait, car une fois la session finie, très vite, le naturel revient au galop. Eh oui, on est des amnésiques. Le mental, donc c'est ça, hein, le mental, il fonctionne de façon très fixe et reproductive, donc il faut constamment l'éduquer. Et c'est en ça que la pratique des méditations, c'est vraiment une pratique de tous les jours. Donc chaque fois que vous allez apprendre à méditer, suivre peut-être prendre des enregistrements sur Petit Bambou, j'en parlerai après, hein, c'est vraiment une application que je vous recommande. Quand vous travaillez, enfin quand vous pratiquez la pleine conscience, eh bien, c'est vraiment du quotidien, parce qu'en effet, très vite, le mental revient, les schémas habituels reviennent. Mais c'est un entraînement et ça se pratique. Donc, les travaux qu'ils ont fait avec Mathieu Ricard, notamment sur son cerveau, ils ont vraiment observé qu'il renforçait les connexions neuronales donc regardez leur cerveau, leur connexion neuronale avant les 8 semaines, après les 8 semaines, et il y a clairement un bénéfice. Donc, la bascule en mode adaptatif se fait beaucoup plus vite et on a une capacité à revenir pour répondre vraiment plus concrètement à comment faire pour garder les bienfaits, c'est entraîner la respiration. C'est quelque chose que nous avons tous avec nous, et entraîner cette capacité à revenir sur sa respiration. Un feu rouge, ok, concentration sur ma respiration, petite pratique informelle. Monter les escaliers, si je suis seule dans un bâtiment, ça va être la même chose. Monter les escaliers, je compte les escaliers, je me centre sur ma respiration. Il y a aussi le fait si j'ai un repas seul, j'essaie systématiquement de prendre 5-10 minutes pour vraiment manger en pleine conscience. Donc c'est des petits moments. Dans ma voiture aussi, systématiquement, sentir les vibrations du volant, bien regarder, être vraiment attentive à tout le paysage, tout ce qui se passe autour. Tout ça sont des petits moments de pratique, de petites pratiques dans le quotidien qui continuent à entraîner cette capacité à revenir sur la respiration, les sensations d'environnement, qui est très précieux pour prendre les bonnes décisions. Qui m'intéressait pour l'instant, on reviendra sur ta question, Moana, plus tard. Est-ce qu'on utilise la pleine conscience dans des pics de stress soudains et très élevés? Ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est toute la question de l'activation de l'action dans le stress. C'est-à-dire que le stress, quand il est trop fort, il y a besoin d'action pour que ça relâche. Il faut être personnellement, je trouve qu'il faut être très entraîné pour pouvoir se dire, écoutez, en gros stress, de se dire, arrête et respire. Il y a quelque chose là de contre-intuitif, c'est juste très compliqué. Et donc, souvent, il y a un besoin d'activation de l'action quand le stress est très fort. Cette activation de l'action, je vous en ai parlé, hein, c'est la fuite. Donc, c'est pour se dire, ok, je sors, je vais marcher 3 minutes et puis je vais revenir, si c'est par exemple une dispute ou un gros conflit ou quelque chose de très dur. Ou alors, je bois un verre, je prends le temps de d'abord me reconnecter avec le corps. À ce moment-là, quand l'activation a été là, de lutte ou de fuite, c'est un petit peu plus facile entre instructeurs, parfois quand on échange sur nos pratiques, entre instructeurs de pleine conscience, on dit on se voit quand on pratique beaucoup la pleine conscience, c'est pas qu'on ne dérape plus, c'est pas qu'on n'est plus dans la réactivité, comme tout le monde, on y est encore, et il faut vraiment être très beaucoup de pratique pour être très sage pour pouvoir ne plus être dans ce mode réactif. Par contre, on le voit, on le sait, et ça change tout. Parce que quand l'environnement dit mais là tu t'énerves, on n'est pas en mauvaise foi en train de dire mais non, je ne m'énerve pas. Il y a ce truc de dire bah oui, je sais, je m'énerve, voilà. Et donc ça aide à beaucoup plus
revenir à connaître ces modes réactifs, à ne pas les juger, pas se dire mais pourquoi tu t'énerves encore, mais t'es nul, pourquoi tu stresses, mais vraiment se dire non, c'est juste le stress, c'est juste l'environnement qui est trop complexe, c'est humain, ça me fait réagir de façon pas très intelligente, là je m'énerve, je stresse, j'agresse les gens, je suis pas constructif, c'est humain, c'est normal. Ok, je vais marcher un coup et puis quand je reviens, je vais voir si j'arrive à me recentrer sur ma respiration et plutôt que de m'envoyer. Question de Moana de tout à l'heure, la pleine conscience peut-elle aider à allier vie professionnelle et vie personnelle? Et si oui, comment? Alors, un des points, c'est le point que j'ai un peu évoqué, qui est qu'on a tendance à courir un lièvre à la fois. Alors certains sont plus, ou alors plein de lièvres à la fois, mais de façon décousue. Et le fait de se poser sur un coussin tous les matins pour s'asseoir et méditer, ça permet déjà de voir le bazar qu'on a dans la tête. Ou le soir, moi, quand je me couche et que je me fais ma méditation avant de dormir, je vois le chantier que j'ai dans la tête. Et là, ici, avec la reprise et la crise, c'est encore pire. Déjà, la crise, c'était pas rien. Les subsides, des aides, enfin, il y a tout qui se mélange. Et donc, rien que le fait de s'asseoir et de voir le chantier qui est là, et de rester assis quelques instants avec le chantier sans essayer de le résoudre, sans essayer de structurer. C'est ça le plus grand défi, c'est que du coup, on voit un chantier, on dit, bon, il faut des priorités, tout poser et être là. Comme vraiment, je fais ceci parce que c'est vraiment un paysage qui se dessine, hein, et ça peut être vraiment un paysage comme Peeping Tom, où il y a un paysage de Bruegel, où il y a plein de personnages et plein de choses dans tous les sens, et c'est souvent le cas. Et de pouvoir rester devant cette toile sans vouloir saisir aucun personnage, juste la regarder en grand. Et se dire devant la toile de notre vie ou la toile de notre journée comme elle est souvent, moi j'en fais l'expérience au quotidien, souvent il y a un ou deux sujets qui se poussent comme ça de lui-même, il y a une ou deux priorités qui s'installent et qui font que je ne suis pas en mode réactif, mais que je sais. Et il y a aussi quelques sujets où de façon consciente je dis ça tu lâches prise, ça tu lâches, c'est pas prioritaire, ça tant pis, ça sort de ta zone de contrôle, mais tu lâches. Et donc c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler et qui me préoccupe, et puis sur quoi est-ce que je peux avoir une influence. Et ça aide beaucoup. Donc c'est une partie de réponse. Et pour vie privée, vie professionnelle, en fait, j'ai déjà observé que comme on a tendance à courir un objectif, si par exemple je vais dans les bois et que je veux voir une biche, je vais marcher jusqu'à ce que je vois une biche, mais je ne vais pas voir toutes les autres choses qu'il y a à voir dans les bois. Si je traverse les bois juste pour marcher, juste pour traverser les bois, je vais voir beaucoup plus de choses. C'est la même chose. Le coussin ici, quand je suis sur mon coussin juste pour observer le paysage de ma vie comme elle s'annonce dans la journée, ça me permet aussi de voir, tiens, mais il n'y a pas que le boulot, il y a aussi mes enfants, ou il n'y a pas que mes enfants, il y a aussi ça dans mon boulot, ou il y a pas... Donc ça permet au sujet de ne pas de pas avoir un arbre qui cache tous les autres, mais de voir un peu plus tout le paysage et de vraiment pouvoir faire des choix de répondre de façon plus consciente à ce qui se présente là. Donc du coup, c'est dans ce sens-là que ça peut aider. Et aussi le fait d'avoir cette pratique informelle à des petits moments réguliers dans la journée, à se reconnecter à ça. Moi, j'aime bien le mot sagesse personnelle parce que c'est vraiment ça. Ça aide à faire des petits choix dans la journée. Je vous donne un bête exemple. Avant ce webinaire, bon, évidemment, c'est une expérience nouvelle pour moi. J'étais un peu tendue, puis j'ai ma fille qui est venue s'installer là. Et je me dis, ben non, qu'elle ne vienne pas ici près de moi, je dois me préparer. Et puis là, j'étais assise, je venais de méditer un peu, je l'ai laissée s'installer, puis elle était là à côté de moi, on a papoté un peu, et puis finalement, c'était très bien comme ça aussi. Si j'étais restée en mode réactif, je lui aurais dit, écoute, pars, s'il te plaît, je dois être tranquille, je veux me préparer, descends. Voilà. Donc c'est un peu ces éléments, c'est ces petits choix dans le quotidien. C'est, tiens, je vais lire l'histoire à mon enfant ce soir, j'ai pas eu le temps, mais là, quand je la lis, je suis vraiment avec lui. Je vais essayer de pas être dans mes pensées pratiques, la pratique, et encore à la pratique. Merci beaucoup. Je reviens sur ce que tu disais. Qu'est-ce qu'on fait des éléments dans ce grand paysage que tu évoquais tout à l'heure, qui nous préoccupent, mais qu'on ne peut pas contrôler? Alors, sur les slides, j'avais un modèle qui a été aussi utilisé pas mal par Covey, qui est 3 cercles. Alors, on a au centre
ce sur quoi on a un contrôle. Et c'est là où on se sent super bien. Hein. L'heure à laquelle je me lève, l'heure à laquelle je me couche, enfin, tout le monde n'a pas toujours le contrôle là-dessus non plus, mais voilà, peut-être pour certains, ce que je vais manger ou pas, enfin, la façon de m'organiser sur certains éléments, ça, j'ai du contrôle. Puis il y a ce sur quoi, un peu plus large, ce sur quoi j'ai de l'influence, et puis après, ce sur quoi je n'ai aucune prise. Donc ça, c'est ce que tu mentionnes ici, c'est cette zone de préoccupation. Et le mental, il veut tellement le contrôle, il ne fait pas le tri entre ça, j'ai une prise dessus, ça, j'ai aucune prise dessus. Lui, il veut tout résoudre. Et donc, je peux passer des heures inconsciemment à être dans une espèce de rumination mentale constante sur des sujets de préoccupation sur lesquels pourtant j'ai aucun contrôle. Et donc, la seule chose que je peux faire dans ce cas-là, c'est vraiment faire cette évaluation consciente de, écoute, là-dessus, tu n'as aucun contrôle. Donc, essaye de pouvoir se dire, ça, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Par contre, dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment... Et donc là, j'essaye de réoccuper ma zone d'influence. Alors, ça aurait été intéressant d'avoir l'exemple concret, mais je peux peut-être, moi, vous parler d'une situation. Là, j'étais en colère, moi, contre le fait qu'il n'y ait plus du tout d'école en Belgique pour les enfants jusqu'en septembre. Et je voyais que quand je discutais avec les gens, quand je réfléchissais, je voyais que c'était vraiment quelque chose qui me révoltait parce que ce n'était pas dans ma zone de contrôle, ni dans ma zone d'influence, et c'est quelque chose qui m'énervait. Et finalement, je me dis, mais tu es en train de t'énerver pour ça et tu n'as pas de prise là-dessus. Et donc, je me suis posée à un moment donné, je me dis, bah, soit tu acceptes et tu arrêtes d'en parler, soit tu agis. Mais râler, continuer à râler, critiquer les fonctionnaires, critiquer l'État, ça ne sert à rien, ça ne fera pas avancer le schmilblick et en plus, c'est moi qui souffre de ça. Et donc, du coup, ça a été de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Et donc, ça a été choisir d'appeler là. Voilà. Donc, ça ne marche pas toujours, mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir une petite prise et grandir notre zone d'influence. Et puis, les choses sur lesquelles on n'a pas de prise, voilà. Et ça, c'est un arbitrage très subtil. Certains vont dire l'écologie, on n'a pas de prise, et puis d'autres disent, mais si, moi j'en ai, je vais faire mon influence, et je vais être influenceur et agir, et qui est important d'accepter, sur lesquels on ne peut pas rien faire d'autre que de lâcher prise. On ne t'entend pas. Merci. On a une question de Pauline qui nous demande comment au quotidien pratiquer, ou bien de manière hebdomadaire, et quelles sont les alertes qui doivent nous faire basculer en mode pleine conscience. Alors, donc, deux questions dans une. Oui. Comment pratiquer? Rasmus Ugart, qui est très bien fait. Vous avez aussi Janice Maturano en anglais, qui s'appelle The Space to Lead, A Space to Lead. Donc ça, ce sont des très bons livres. Et alors pour la pratique, Petit Bambou est vraiment une très belle application. En plus, voilà, ils sont basés ici à Luxembourg et en France. Deuxième question, donc c'était comment pratiquer? La pratique, le plus difficile, c'est comme pour les gens qui courent ou qui font du sport, c'est le chemin entre le canapé et les baskets. C'est ça le plus dur. Une fois qu'on est dans les baskets, c'est parti. On est bien, on est content. C'est la même chose avec la méditation. C'est vraiment ce choix de dire, OK, maintenant je m'assieds, je me concentre sur ma respiration. Et donc ça, c'est vraiment voilà, le petit point. Si vous pouvez faire le parallèle avec le sport, si vous êtes sportif ou avec une activité que vous aimez, une fois que vous êtes dedans, c'est parti. Et donc, tu peux me rappeler la deuxième partie de la question? Bien sûr. Quelles sont les alertes qui doivent nous faire basculer en mode pleine conscience? J'ai pas de réponse à ça. C'est tellement personnel. C'est tellement chacun a son expérience de ça. Et il y a aussi cette notion qu'on ne doit pas, évidemment. La pleine conscience, on apprend à être ami avec soi-même, on apprend à être ami avec sa vie comme elle est, à la prendre comme elle est. Et bien souvent, il y a des choses qu'on n'aime pas dans sa vie, qu'on n'aime pas dans ce qu'on fait, qu'on n'aime pas dans sa façon d'être. Et pourtant, c'est là. Et pourtant, c'est ce avec quoi c'est les cartes qu'on a pour faire notre vie aujourd'hui. Et donc, la pleine conscience, c'est vraiment cette vous jugez, où vous êtes dur avec vous. C'est une invitation à dire, mais tu as tout en toi, tu as toutes ces possibilités qu'accepter sur nous-mêmes.
Merci beaucoup. Accepter que se poser, entre guillemets, en pleine conscience est une vraie action, point d'interrogation. Oui, tout à fait. Bon, j'en profite pour dire bonjour à Véronique. C'est super. Oui, bah oui. Dans l'agenda, dans le planning, de méditer tous les jours. Ça fait partie de comprendre sa douce et d'avoir un corps sain. Eh bien, même chose avec l'esprit, même chose avec le mental, même chose avec notre attention. On peut la muscler. Et c'est en soi aussi un acte une action vraiment de pratiquer la pleine conscience. C'est pas rien faire et c'est pas ne pas penser. Merci Séverine. Il nous reste très peu de minutes. Je vais encore poser une question. Existe-t-il des solutions rapides de type respiration, micro-méditation pour faire baisser les tensions, les conflits au travail ou autres? Merci. Oui. Oui, alors plus vous avez pris des solutions, plus on a l'entraînement de solutions qui prennent du temps à mettre en place au début, donc des pratiques un peu plus longues pour bien avoir cette expérience de la pleine conscience et l'intégrer dans sa vie, plus après on peut aller vers des approches très courtes, plus c'est efficace. Après, il y a des pratiques qui sont pour ramener vraiment l'apaisement, qui seront plus efficaces que la pleine conscience. De mon expérience, encore une fois, je ne suis pas plus experte, j'ai pas moi-même lu d'études ou réalisé d'études sur les différentes méthodes et ce qu'elles apportent, mais par exemple, la cohérence cardiaque ou des techniques de visualisation, je pense, peuvent amener au niveau court des effets, si on cherche un effet de relaxation plus évident qu'avec la pleine conscience. Par contre, quelqu'un qui a une bonne expérience qui a déjà pratiqué, sentir que ça l'aide. Voilà. Merci beaucoup Séverine. Il y a pas mal de merci qui s'indiquent à droite. Donc, si tu as le temps de jeter un œil, merci de nous avoir embarqués là-dedans. Merci d'avoir pris le risque aussi de te lancer dans un webinaire, parce que je crois que pour toi, c'était une première. Oui, une toute première, ouais. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi, enfin, la pleine conscience, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont qui ont une telle expérience et qui incarnent tellement cette pratique que, enfin, je les salue. Et c'est une petite partie que je vous partage qui est celle de mon expérience. Mais évidemment, vous trouverez encore beaucoup plus d'éléments là-dessus et beaucoup de sagesse autour de tout ça dans des livres pour des gens qui consacrent vraiment toute leur vie, pour le coup. Voilà. Merci pour les références aussi que tu nous as indiquées. On m'a demandé si elles pourraient être communiquées. Donc, j'ai précisé qu'on les stipulerait dans le compte-rendu. Il y a bien sûr aussi un replay qui sera disponible sur YouTube de cette session. Donc, vous aurez la possibilité de la revoir. Mais sinon, on vous notera toutes les références dans le compte-rendu. Donc, vous pourrez revenir sur les propositions. De s'initier. Voilà.